Eh ben, je vais commencer puisque je vois sur mon ordinateur qu'il est 18h30. Donc, bonsoir à tous, Pauline Deliger. Donc, je suis ingénieure de développement au département développement de l'IFCE et je suis basée au Haras du Pin. Je pilote actuellement le programme Équipature qui a pour objectif la valorisation de l'herbe dans l'alimentation du cheval et la pratique d'une vermifugation raisonnée. Donc, je vais vous présenter sur ce diaporama le guide de l'herbe que nous avons édité sur papier et qui est aussi disponible maintenant sur le web. Donc, je reviens rapidement sur le programme Équipature. Le programme a pour objectif de mieux valoriser l'herbe dans l'alimentation du cheval en valorisant l'herbe et les fourrages. Pratiquer une gestion raisonnée de la vermifugation tout en optimisant les coûts de production. Donc pour cela, nous nous appuyons sur le suivi de 12 exploitations pilotes dans 3 régions, Limousin, Normandie et Centre. Ce suivi est réalisé par des conseillers équins du réseau référence, des conseillers fourragers de chambre d'agriculture et des ingénieurs de développement de l'IFCE. L'objectif du programme est de diffuser de la connaissance sur la gestion des chevaux conduits à l'herbe, sur la gestion des pâtures pour améliorer leur valorisation et la conduite de traitement de vermifugation raisonnée. Donc la diffusion pour l'année 2016, elle s'est faite sur 7 newsletters donc, où étaient proposées donc, des fiches techniques et économiques et des témoignages et des résultats de saison. Donc, dans ces 7 newsletters, vous pouvez y retrouver une trentaine de fiches techniques qui ont été rédigées sur la conduite des chevaux, la conduite des pâtures, la gestion parasitaire et les coûts de production, que ce soit sur le rationnement ou le pâturage. Donc, 2 guides pratiques ont été produits. Le guide à l'herbe 10 bonnes pratiques que je vais vous présenter tout de suite et un pocket qui s'appelle une vermifugation raisonnée pour limiter les résistances, qui est par ailleurs disponible aussi sur notre site. Je vous rappelle, je vous informe des journées portes ouvertes que nous organisons prochainement au mois de mai, le 18 mai en Haute-Vienne, le 23 mai dans le Cher et le 30 mai dans le Calvados, où nous présentons des ateliers sur la conduite du cheval, la gestion des pâtures, la gestion du parasitisme, les données économiques et aussi sur le bien-être. Aujourd'hui, donc si vous avez eu le temps de télécharger le guide pratique, mais je vous redonnerai le lien tout à l'heure, nous présentons ici 10 bonnes pratiques. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter uniquement 7. Le comportement du cheval à l'herbe, estimer l'état corporel, alimenter la poulinière à l'herbe, alimenter les chevaux à faible besoin, pâturer au bon stade de végétation et produire un fourrage de qualité. Je n'ai pas le temps de tout vous présenter, mais vous pouvez tout retrouver sur le guide. Donc le premier, gérer le pâturage hétérogène. Donc, le cheval préfère pâturer l'herbe jeune à haute valeur nutritionnelle, c'est-à-dire les couverts ras, en délaissant des zones épiées qu'on appelle refus. Donc le couvert végétal devient hétérogène avec des zones surpâturées et des zones non consommées où s'installent des mauvaises herbes. La prairie se dégrade alors avec une productivité moindre et un appauvrissement de la flore. Donc pour entretenir la prairie, pour maintenir sa productivité, on peut pratiquer le pâturage tournant sans surpâturage, alterner fauche et pâturage, pratiquer le pâturage mixte avec des bovins, ou broyer ou faucher les refus. Donc l'exemple pris sur les exploitations pilotes, ça a été par exemple une conversion de conduite de pâturage continu en pâturage tournant pour des chevaux d'instruction et des chevaux d'élevage, donc je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Ou par exemple la pratique de pâturage mixte bovin-équin avec des juments allaitantes ou des chevaux retraités et des bovins avec soit des vaches allaitantes charolaises ou limousins. Ce sont donc 2 pratiques
qui sont observés sur les exploitations pilotes. Deuxième thématique, estimer l'état corporel. Alors pourquoi? Pour ajuster les apports alimentaires, c'est-à-dire la ration ou l'offre en herbe, en fonction des besoins du cheval. Alors à quel moment le fait-on? En fin d'hiver, en milieu de saison de pâturage et avant l'hiver. Si le cheval est au box, on peut tout à fait aussi faire estimer la note d'état corporel. On peut le faire généralement tous les mois. Donc là, vous avez 5 photos avec des notes d'état corporel différentes. Les notes vont normalement de 0 à 5. J'ai pas mis la note 0, qui est un peu le cheval cadavérique, que vous retrouvez d'ailleurs il y a une photo dans le guide. Alors, comment faire pour observer? Il faut le faire en observant et en palpant la masse adipeuse, principalement sur 3 sites. Donc, l'encolure, l'arrière de l'épaule, c'est les points jaunes que vous avez, et les côtes, sachant que les côtes représentent 50% de la note d'état corporel. On peut, si on est plus expert, noter aussi le garrot, la croupe et la tache de queue, ce qui fait que l'on obtient une moyenne sur 6 sites d'appréciation. Alors, des exemples sur les exploitations pilotes sur les chevaux conduits à l'herbe. Sur 2016, des mesures de note d'état corporel ont été réalisées sur les 12 exploitations, sur une vingtaine de chevaux à chaque fois, sur 3 périodes, au mois de mai, au mois de juillet et au mois de novembre 2016. Les notes ont été établies entre 0 et 5 comme l'échelle utilisée. Donc, ce que l'on observe, c'est que les poneys à l'entretien ont une note plutôt supérieure à 4. Les poneys d'instruction, 2 tiers ont une note entre 2,5 et 3,5 et 1 tiers sont souvent supérieurs à 3,5. Les chevaux de sang à l'entretien ou au travail léger, on a à peu près la moitié qui est entre 2,5 et 3,5, c'est-à-dire l'optimum, et la moitié entre 3,5 et 4. Les chevaux d'élevage 100, on a à peu près la moitié entre 2,5 et 3,5, la moitié entre 3,5 et 4. Et les chevaux d'élevage trait ont été tous notés supérieurs à 4. Donc l'herbe permet d'entretenir la majorité des chevaux conduits 100% à l'herbe. Oui, ils sont conduits 100% à l'herbe et au fourrage en période hivernale, sans complémentation. Donc attention à ne pas dépasser la note de 4, notamment au printemps, lorsque la ressource alimentaire est importante. Troisième item, alimenter à l'herbe les chevaux à fort besoin. Donc, au printemps, l'herbe suffit pour nourrir la poulinière, c'est-à-dire que la complémentation énergétique et protéinique de la jument allaitante n'est pas nécessaire pendant la saison de pâturage, quand la ressource en herbe est disponible et suffisante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire une hauteur d'herbe supérieure à 4,5, ce que l'on peut mesurer avec un herbomètre, et surtout une herbe maintenue au stade feuillu, en pâturage et en pâturage tournant, si on veut maintenir évidemment une herbe au stade feuillu sur plusieurs cycles. Alors, pour prendre quelques exemples sur les exploitations pilotes, sur des chevaux conduits à l'herbe, donc notamment sur la complémentation des juments allaitantes au printemps. Donc, les poulinières de trait ont été nourries 100% à l'herbe. Par contre, les poulinières de sang sont souvent complémentées avec un mélange orge-avoine ou un concentré élevage. Et souvent, d'ailleurs, elles ressortent avec une note d'état supérieure à 3,5, c'est-à-dire qu'elles engraissent généralement en été. Donc, la jument augmente sa capacité d'ingestion d'herbe au printemps et elle peut ne pas être complémentée. Par contre, c'est encore difficile de le faire admettre aux éleveurs et notamment les éleveurs de sang et de chevaux de sport et de course ont tendance à complémenter quand même leurs juments au printemps lorsqu'elles sont à l'herbe. Quatrième item, alimenter à l'herbe les chevaux à faible besoin. Alors là, c'est un peu le contraire. On est sur des chevaux et des poneys, des ânes à l'entretien, soit au repos ou exerçant un travail très léger, c'est-à-dire monter 1 ou 2 fois par semaine, par exemple. Et ces chevaux-là ne doivent pas être nourris, doivent être nourris sans excès.
L'objectif est de limiter l'embonpoint, c'est-à-dire une note supérieure à 4, qui est préjudiciable à leur santé puisqu'elle peut entraîner fourbure et maladies métaboliques. Donc en hiver, il est préférable de faire maigrir les animaux jusqu'à une note de 2, 2,5 et complémenter éventuellement avec du foin plutôt fibreux. Et au printemps, ça va dépendre un peu de l'état corporel de l'animal à la mise à l'herbe, lorsqu'il y a de l'herbe dans les pâtures. Donc, si la note est inférieure à 3,5, l'accès à l'herbe n'est pas limité. Par contre, lorsque la note est supérieure à 4, il va falloir restreindre la surface de pâturage, puisque le cheval est déjà dans un état d'embonpoint. Et donc le cheval sujet aux fourbures, il va falloir restreindre, soit dans un paddock dénudé avec du foin fibreux, soit mettre une muserolle, comme ça peut être pratiqué aux États-Unis, par exemple. Alors, pour prendre des exemples sur les exploitations pilotes sur les chevaux conduits à l'herbe, restreindre les chevaux et poneys qui font de l'embonpoint. Donc, ça a été le cas sur certains Shetland qui étaient à l'entretien. Donc, la pratique a été de les maintenir sur vraiment des toutes petites parcelles avec du foin fibreux, voire même sur des zones totalement dénudées. Et pour des chevaux d'instruction à fourrager 100% à l'herbe, un amaigrissement est observé en hiver pour descendre jusqu'à une note de 2, 2,5, et puis avec une reprise d'état non préjudiciable à la mise à l'herbe sans restriction au printemps. Alors, cinquième étape, il est écrit 6, puisque dans le livret, vous le retrouverez sur le thème 6. Donc, faire pâturer au bon stade. Donc, la valeur nutritionnelle du couvert végétal en énergie et en protéines est élevée au stade feuillu des graminées. Maintenir un stade feuillu sur la prairie permet d'assurer une ressource alimentaire stable et homogène pour les chevaux à fort besoin. Donc, ça va être le cas des poulinières et des poulains. Donc, l'objectif, c'est de morceler la surface en 4 à 6 sous-parcelles et de pratiquer ce qu'on appelle du pâturage tournant, c'est-à-dire qu'on va faire séjourner les animaux une semaine avec un repos de 3 semaines par sous-parcelle, et on tourne ainsi en évitant le surpâturage, c'est-à-dire un pâturage en dessous de 5 cm. C'est ce que vous voyez sur la limite de la botte sur la photo. Donc, en prenant comme exemple ce qui a été pratiqué dans les exploitations pilotes en 2016, donc il y a une pratique de pâturage tournant sur certaines exploitations au printemps, avec une rotation à peu près tous les 4 à 5 jours. Donc, un exemple 1, sur une exploitation, par exemple, 2 poulinières suitées sur une surface de 1 hectare divisée en 5 sous-parcelles de 0,20 hectares. Un autre exemple, sur une autre exploitation, 11 chevaux d'instruction sur une surface de 2,5 hectares divisée en 6 sous-parcelles, c'est-à-dire des sous-parcelles de 40 par 95 mètres, avec un couloir permanent permettant l'abreuvement. C'est ce que vous avez sur le schéma, avec un couloir qui peut être soit central, soit sur le côté, et qui permet d'avoir un accès permanent à l'eau, en évitant d'avoir à mettre de l'eau dans chaque sous-parcelle, qui est assez contraignant. Par contre, en été, la surface totale est agrandie d'au moins 50%, c'est-à-dire qu'on double la surface en fait en été. Septième thème, produire un fourrage de qualité. Donc l'objectif, c'est la qualité. Un fourrage de qualité, c'est quoi? C'est une qualité sanitaire, sans poussière, sans moisissure, et une qualité nutritionnelle en énergie, en protéines et minéraux. Donc, la récolte précoce au stade début épiaison et avant floraison va permettre d'obtenir les valeurs UFC, c'est-à-dire en énergie et MADC, les plus importantes. Donc, les conditions de récolte, c'est-à-dire la période de récolte, une période précoce, c'est-à-dire au mois de mai, va permettre de récolter un foin précoce, notamment pour les animaux à fort besoin. On peut récolter plus tardivement pour obtenir des foins plus fibreux pour les animaux à faible besoin.
L'objectif est de réaliser la coupe par temps sec pour éviter l'humidité et sans couper trop bas, c'est-à-dire au moins supérieur à 5 centimètres, si on veut éviter de ramasser de la terre, des crottins et de la poussière. Au niveau du fanage, il faut débuter le fanage dès le premier jour de la coupe, puis en fin de matinée les jours suivants, avec une rotation lente des toupis pour maintenir la qualité des feuilles du fourrage. Ensuite, au niveau du pressage, lorsque le foin, il faut le réaliser lorsque le foin est sec, c'est-à-dire lorsqu'il a un aspect cassant avec 85% de matière sèche. Donc en fait, sur les exploitations pilotes, nous avons analysé un certain nombre de fourrages, donc 44 foins et 4 enrubanés. Peu d'enrubanés puisque ils n'étaient pas très très utilisés dans les exploitations. Donc là, vous avez les valeurs moyennes, donc la première ligne en énergie et la deuxième en matière azotée. Donc le triangle jaune représente une valeur nutritionnelle d'un foin de qualité. Et puis en la flèche bleue, vous avez la moyenne des foins analysés, hein, qui est autour de 0,5 UFC par kilo de matière sèche. Et puis l'écart, hein, ça va de 0,3 jusqu'à 0,7. Voilà. 0,7, ça commence à être très bien. Entre 0,5 et 0,6, c'est bien. Quand on tourne à 0,3, on a vraiment un foin qui ressemble à la paille. Pour les matières, maintenant pour les matières azotées, donc un bon foin va se situer autour de 60 grammes de MADC par kilo de matière sèche. Donc la moyenne qu'on a observée pour les foins, on n'est pas très bien, on est autour de 30, avec une variation entre de 20 jusqu'à 80. Donc en fait, l'année 2016 a été un peu particulière parce que les conditions climatiques ont été plutôt mauvaises en 2016, avec des inondations, puis ensuite une période pluvieuse au mois de juin, ce qui a entraîné un retard de la date de récolte. Donc tous ces foins ont été récoltés plus tôt au mois de juillet, hein, et du coup avec des valeurs nutritionnelles qui sont plutôt basses, hein, notamment pour les valeurs en protéines. Alors, si on compare avec les flèches bleues plus foncées, là, on a les valeurs des enrubanés, des foins enrubanés, et là, c'est sûr qu'on est beaucoup mieux, hein, on est sur des valeurs en UFC au-dessus de 0,6 et puis entre 40 et 60 pour les valeurs MADC. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver, je vous incite à télécharger le guide de l'herbe, à vous inscrire à la lettre équipature. Donc ici, vous avez le guide de l'herbe, ici le petit pocket sur la vermifugation raisonnée, nos lettres, nos newsletters. Et donc, si vous n'êtes pas inscrit, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous inscrire sur le mail équipature@ifce. Donc, vous pouvez retrouver toutes nos fiches techniques d'équipature, hein, il y en a aujourd'hui une trentaine, sur le site Equipédia de l'IFCE. Voilà, donc d'autres informations, la newsletter mensuelle qui est plus générale, qui s'appelle Avoir un cheval, nos fiches techniques sur Wikipédia, et puis les webconférences que vous suivez actuellement, et des vidéos que vous pouvez, qui sont disponibles sur Equivéod. Donc, si pour télécharger
saison comme on a pu avoir cette année avec, encore une ressource, en herbe suffisante, le poulain peut tout à fait, être nourri à l'herbe. Après, il faut faire attention à la transition, par rapport au sevrage. L'idée, au sevrage, c'est, d'habituer le poulain à une nourriture, d'adulte. Donc une nourriture d'adulte, c'est forcément ça va être à un moment donné de sa vie déconcentré, du fourrage. Donc il va falloir aussi l'habituer à être alimenté, avec des aliments secs. Donc l'important aussi au moment du sevrage, donc un peu avant le sevrage et après, c'est effectivement, d'alimenter, avec des aliments secs. Après c'est, cette période-là, le cheval a besoin le poulain a besoin quand même, d'une quantité, de protéines assez importante. Donc plutôt, des aliments, qui vont être de bonne qualité, nutritive, donc un foin de qualité et notamment, plutôt une alimentation basée, plutôt à base de fourrage et limiter, les concentrés, trop riches en amidon, d'ailleurs, qui ont tendance à favoriser, soit l'embonpoint et même des problèmes métaboliques ensuite. Donc favoriser un foin de très bonne qualité. Après, si on n'a pas un foin de qualité, bah forcément, il va falloir, apporter, un complément alimentaire, sous forme de concentré. Mais on peut tout à fait, continuer à alimenter, à garder, les poulains, à l'herbe et les maintenir, avec une alimentation, à base d'herbe. Les observations faites sur les poulinières peuvent-ils être appliquées sur un cheval de sport travaillant quotidiennement? Alors je ne sais pas, de quoi vous parlez à propos des observations faites sur les poulinières. Après, est-ce que c'est, pouvoir alimenter, un cheval à l'herbe sur, un cheval qui travaille, pour un cheval qui travaille quotidiennement? Alors il existe, des chevaux, hein, qui sont, au travail, hein. Il y a les Anglais font ça très bien, hein, des chevaux qui sont maintenus, à l'herbe et qui, travaillent, qui ont une activité, sportive, mais même en compétition et qui sont à l'herbe. Après, ça fait des chevaux qui sont effectivement qui sont un peu plus ventrus, donc peut-être qu'ils vont vous paraître moins beaux, parce que, bah, forcément, ils ont une panse qui est plus importante puisqu'ils mobilisent davantage le gros intestin pour, digérer de l'herbe et non plus des concentrés, au box, par exemple. Donc le cheval va peut-être pas avoir la même morphologie. Par contre, effectivement, il peut être tout à fait, maintenu, à l'herbe. Le problème, c'est que, la valeur nutritionnelle de l'herbe change et que, c'est difficile de savoir si le cheval, l'herbe va permettre de continuer à maintenir, les besoins nécessaires pour le cheval, donc c'est ça qui est compliqué. Après avec, en estimant la note d'état corporel, on peut tout à fait, maintenir, les chevaux au travail. Après il suffit d'une bonne transition alimentaire et puis après, le cheval qui est habitué, à être maintenu, dehors, et à l'herbe. Question 5, sur les exploitations pilotes, quel est le chargement printemps et automne pratiqué? Donc le chargement printemps, on est autour de entre 40 et 50 AR par UGB. Donc le recalculer, par rapport à la valeur cheval. Donc ça, vous allez le retrouver dans le petit guide, je vous ai même mis, dans l'avant-dernière page, un équivalence entre des UGB et du cheva et les chevaux. Donc pour vous donner un exemple, une jument poulinière suitée, c'est 1,2 UGB. Un cheval seul, c'est 0,70 UGB. Voilà, donc en gros, le chargement, il est à peu près le même on peut le pratiquer en bovin sur du pâturage tournant. Donc on va être autour de 40 à 60 arts par UGB et en été, on va être plutôt autour de 60-80, peut-être même, ou plutôt entre 80 et 100, arts, par UGB, en été. Question 6, quelle unité gun équin utilisez-vous? Quelle unité UGB, j'imagine, utilisez-vous? Ben non, je viens de vous les préciser là à l'instant.
Hein, donc les références UGB ont été modifiées en 2012, enfin ont été revisitées en 2012. Donc je vous invite dans le guide pratique que vous pouvez télécharger là tout de suite, à l'avant-dernière page, vous avez les équivalences que je viens de vous donner à l'instant. Quel est le lien avec l'outil de poids, s'il vous plaît? Le lien, alors je n'ai pas très bien compris, hein, le lien entre quoi et quoi. Quel est l'intérêt de peser le cheval? Alors si on note, si on estime la note d'état corporel, effectivement, il n'y a pas forcément de lien avec le poids. Le poids, pourquoi il va être intéressant de calculer ou de l'estimer? C'est quand on va vermifuger le cheval, donc on a besoin de savoir quel poids il a. C'est quand on va pratiquer un rationnement en hiver pour connaître une quantité de foin à distribuer par animal, par exemple. Donc voilà, l'intérêt, c'est d'ajuster, mais par contre, un rationnement individuel pour l'animal, bien sûr. Dans les cas où les chevaux ont été sur une parcelle durant tout un hiver et qu'on souhaite ressemer à la volée certaines parties du pré, entrée-sortie, combien de temps grand maximum faut-il laisser les chevaux en dehors de ce pré? Donc ça, vous allez retrouver ça dans le guide pratique où on vous parle effectivement de ressemis. Donc ça va vraiment dépendre des conditions météorologiques, donc c'est difficile de donner, une idée. Donc l'idée effectivement, c'est, de faire une mise au repos de la parcelle, au moins on parle de 2 à 3 mois, pour, limiter, le piétinement et pour, avoir une repousse. Mais ça, c'est pas dans le cadre de ça, c'est le repos, on va dire, en général, hein, sur les prairies. Après, lorsque vous semez, il va falloir effectivement d'abord attendre la levée de l'herbe et puis éviter que ce soit piétiné, mais que ça va forcément dépendre des conditions météo, si le sol est portant ou pas. Et moi, si j'étais vous, je laisserais effectivement bien la pousse de l'herbe sur ces zones-là. On peut aussi couper ces zones-là pour éviter que les chevaux viennent piétiner ces abords de parcelles et tout ça. On peut couper, notamment au printemps, pour justement permettre quand même une repousse. Donc, on parle à peu près de 70 jours hein, pour avoir une repousse derrière. Mais ça, je vous conseille de vous rapprocher de conseillers fourragers, notamment de chambre d'agriculture, qui vont vous permettre de vous dire, en fonction aussi du type des espèces végétales que vous avez utilisées, le temps de croissance et de développement des premières pousses d'herbe. Alors ensuite, quelles précautions à prendre lors d'utilisation de foin enrubanné pour des chevaux de sport et de loisirs? Et si on veut semer les prairies, que pouvons-nous utiliser pour des chevaux de sport et de loisirs? Alors l'utilisation du foin enrubanné. Donc effectivement, il faut toujours faire une transition alimentaire lorsqu'on utilise du foin enrubanné. Donc on va le donner progressivement en mélange avec du foin. Vous verrez que les chevaux vont, vont le consommer en premier parce qu'il est bien plus appétant, les chevaux le préfèrent au foin. Donc voilà, donc sur les exploitations pilotes, on a des structures qui ont des chevaux de sport qui sont alimentés généralement moitié-moitié, moitié enrubanné, moitié foin, donc sans problème particulier. Que ce soit des chevaux de sport ou des chevaux à l'entretien ou des chevaux d'élevage. Donc, si on veut semer les prairies, que peut-on utiliser? Là, ça va vraiment dépendre de votre région. Donc, je vous incite à regarder dans le guide pratique. Il y a quelques éléments avec quelques espèces et puis quelques mélanges. Et ça va vraiment dépendre de votre type de sol. Donc, prenez conseil plutôt avec un agronome de votre région pour connaître les espèces. Mais les espèces ne sont pas différentes des bovins, donc s'il ne connaît rien au cheval, vous lui dites moi je veux des espèces
qui vont être plutôt... l'objectif, c'est d'avoir des espèces gazonnantes, c'est-à-dire qui vont produire du gazon, qui ne montent pas trop et qui sont résistantes au piétinement, puisque les chevaux vont forcément piétiner quand même davantage par rapport à des bovins, ce qui marche beaucoup plus. Question 10, quand j'ai fait les formules pour le poids, elles estiment les chevaux 1,50 m, pure race barbe et pure race arabe, à plus de 400 kg. Ma jument, même à 480, elle est certes grosse, mais cela me paraît démesuré. Je n'arrive pas à la faire maigrir et elle est à l'herbe et randonne régulièrement. Elle se jette la plupart du temps sur la nourriture. Avez-vous un conseil? Alors, sur l'estimation du poids, après, effectivement, l'estimation du poids n'est pas forcément adaptée à toutes les races. Mais enfin, je pense que sur la pur sang arabe, le pur sang barbe, on ne doit peut-être pas être si loin que ça. 1,50 m pour entre 400 et 500 kilos, si la jument est un peu fait de l'embonpoint, ça ne m'étonne pas. C'est peut-être tout à fait possible. Alors, comment la faire maigrir? Éviter de lui donner des concentrés. Donc, surtout, lui donner aucun concentré. Continuer quand même à lui donner un minéral pour avoir un complément minéral. Voilà, elle est à l'herbe. Il faut donc après, ça dépend de, de l'état d'embonpoint qu'elle peut prendre, voilà, au printemps. Il faut la rationner forcément. Donc, lui laisser des petites parcelles. Et malheureusement, sacrifier certaines parcelles en faisant un peu gratter, en faisant du surpâturage sur certaines parcelles, si vous la trouvez obèse. Question 11. Quelles sont les espèces végétales à privilégier pour un semis ou un ressemis? Donc ça, je vous incite à regarder sur le guide. Vous avez quelques informations. Je regarde rapidement. Vous avez ça, page 21 du guide. Donc, je vous incite à regarder. Après vermifuge, combien de temps préconise-t-on pour laisser au repos le prêt? Alors, sur les pratiques de vermifuge, vous avez ça, en fait. Vous avez ça, alors, je vais retrouver ça. Vous avez ça à la page 12 et 13, et notamment sur limiter la pression parasitaire. Vous avez ça sur les pages 24 et 25 du guide pratique. Donc l'objectif, c'est d'éviter, lorsque l'on vermifuge, c'est d'éviter de changer de pâture au moment où on vermifuge. Donc il vaut mieux vermifuger et laisser l'animal sur la pâture pour éviter finalement d'entretenir, d'obtenir des résistances sur les parcelles, puisque en fait les vers résistants vont être maintenus dans l'organisme lorsqu'on va vermifuger l'animal. Et si vous changez de pâture au moment du vermifuge, finalement, l'animal dans la nouvelle pâture va se retrouver avec que des vers résistants qui vont être excrétés par l'animal. Donc finalement, on va sélectionner sur la nouvelle pâture que des vers résistants, alors que si l'on maintient sur la même pâture, finalement, on va maintenir une faune, si vous voulez, sur la pâture, avec à la fois des vers résistants et à la fois des vers non résistants. Et c'est ça qui est plus intéressant au niveau de l'équilibre. Après, si on veut, si on veut hygiéniser totalement le prêt des parasites, le problème, c'est que les parasites peuvent résister très très longtemps. Si on parle des ascaris, par exemple, qui sont les vermifuges qu'on retrouve chez les poulains, on a des fois des
des résistances dans le sol qui peuvent aller sur plusieurs années. Donc, malheureusement, ça va être compliqué de faire des repos de prairies sur plusieurs années. Donc, déjà, si on peut faire un repos en période hivernale, on estime qu'on va casser un peu le cycle des parasites et limiter peut-être un peu d'infestation parasitaire, mais c'est pas évident. Question 13. Quels sont les outils de mise en place et de suivi du pâturage qui sont utilisés sur les exploitations pilotes? Alors, comment on suit les animaux? Donc, on réalise des coproscopies. Donc, sur la conduite des animaux, on réalise des coproscopies donc, 3 fois par an, avec une mesure de notre état corporel à ce moment-là, donc 3 fois par an aussi. Ensuite, les animaux, donc pour chaque animal, une mesure de notre état corporel et une quantification du nombre d'œufs de parasites est mesurée pour chaque animal, pour les 20 animaux suivis en fait sur les exploitations pilotes. Et ensuite, on donne un rendu avec une préconisation de traitement individuel par animal. En gros, si il est parasité au-delà de 500 grammes 500 œufs par gramme mesurés par l'analyse qui est faite dans un laboratoire, on conseille la vermifugation et on donne la molécule active qui va être intéressante par rapport à la saison. S'il est en dessous, on conseillera de ne pas vermifuger. Donc, les résultats, vous les aurez prochainement sur l'ensemble des données. On est en train de les analyser et les capitaliser. Sur les pâtures, donc il y a eu des parcelles qui ont été menées en conduite en pâturage tournant. Donc là, c'est un suivi du niveau de l'herbe avec un diagnostic floristique qui est fait sur les pâtures, donc avant pâturage, donc ils seront faits aussi après. On pratique aussi des analyses de sol et qui va permettre donc de faire des recommandations sur la fertilisation aussi des pâtures. Voilà, et puis donc si vous voulez plus d'informations, allez sur nos newsletters puisque généralement on donne un petit peu les informations de conduite des animaux au fur et à mesure de la saison. Question 14. Pour un poney fourbu et une jument, toutes les deux, sans travail et vieilles, est-il gênant de leur limiter l'espace par rapport à leur besoin de bouger? Alors effectivement, les animaux fourbus, c'est toujours un problème puisque il faut leur limiter l'espace pour qu'ils n'aient pas trop accès à une ressource en herbe. Il faut quand même leur donner de l'espace pour qu'ils marchent, hein. Si on les restreint trop en espace, ils pètent un câble, ce qui peut arriver. Moi, je l'ai déjà fait avec un poney où effectivement j'avais vraiment réduit l'espace. Au bout d'un moment, il en a marre, il a envie de bouger, il a envie de galoper. Donc, il faut quand même leur donner de l'espace. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une aire stabilisée en sable ou une carrière avec un petit bout d'herbe, avec un petit espace en herbe à côté, ce qui fait qu'il a un petit peu de ressources en herbe, par exemple. Mais effectivement, faut vraiment, pour sa santé d'abord. C'est pour les animaux fourbus, il y a pas le choix, hein. C'est d'abord pour sa santé, donc limiter la ressource en herbe, et deuxièmement, leur donner un accès à une activité locomotrice ensuite. Du futur et en gros, mais même dans toutes les régions, on n'en a pas forcément. Voilà, après, nous, dans notre programme, on essaye de vous apporter un certain nombre de conseils, un certain nombre d'informations. Après, si vous avez d'autres conseils, d'autres informations à poser,
Ben, n'hésitez pas à poser des questions, hein, vous pouvez les poser sur le mail que je vous ai indiqué et puis, ben, je pourrais, éventuellement, y répondre ou chercher, la réponse, quelque part. Faut-il s'inscrire pour la journée du 30 mai? Pour les portes ouvertes, oui, bah, si vous êtes en groupe, c'est mieux de s'inscrire. Après non, l'entrée est libre, donc vous êtes tous, conviés, bien sûr. Un petit mot sur le mail équipature, ça me permettrait de savoir combien vous allez être, donc c'est quand même plus sympa, si, vous mettez un petit mot, si vous souhaitez vous inscrire. Que préconisez-vous pour la gestion des crottins, ramassage ou pas? Ben, bien sûr, si vous avez envie de ramasser, ben, c'est sûr que c'est le mieux, hein, mais qui va aller ramasser, sur, des hectares et des hectares? Donc ramasser sur des paddocks, sur des surfaces réduites, bien sûr, on préconise. Ramasser, sur, des parcelles entières sur des prairies, ben, en fait, il y a que les gros rats de pur sang, qui ont le matériel et le personnel, qui peuvent se le permettre et voilà, donc oui, c'est sûr que c'est mieux. On va limiter, le l'infestation parasitaire. Après, est-ce qu'on est capable de se l'offrir? J'en suis pas sûre. Et puis au niveau agronomique, c'est vrai que il y a du contre aussi puisque, ben, en fait, les crottins, c'est quand même de la restitution, en matière organique, qui permet de fertiliser, la parcelle, entre guillemets «naturellement». Donc, il y a des pour et des contre de ramasser les crottins, c'est qu'on limite aussi, les restitutions naturelles par les déjections animales. Question du d'après vous, quels sont les freins qui empêchent le développement du pâturage dynamique dans le monde équestre? Ouh là! Ça, c'est une question très vaste. Je peux pas vous répondre comme ça. Quels sont les freins qui empêchent le développement du pâturage dynamique dans le monde équestre? Bah, le pâturage, mine de rien, la gestion des pâtures, c'est technique, hein, faut pas croire. En fait, c'est peut-être plus technique que d'alimenter un cheval au box. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que la ressource alimentaire varie en fonction de la saison. On ne sait pas très bien ce que mange l'animal finalement lorsqu'il broute. Et c'est ça qui est très technique. Et puis, il y a besoin d'entretenir les pâtures. Donc, je pense que le frein, c'est que finalement, les gens sont peu cultivés techniquement sur les pratiques agricoles. Et donc, du coup, ben, c'est difficile hein, de nourrir les chevaux à l'herbe, c'est sûr. Donc, ça fait peur, on ne sait pas très bien, finalement si on les nourrit bien ou pas. Donc, c'est plus technique, c'est sûr. C'est peut-être ça. Pouvez-vous nous rappeler comment télécharger vos slides? Alors je vous le remets, il est là. Donc télécharger les documents. Donc, vous avez, les icônes qui sont là. Donc, je vous le remets ici. Voilà, vous avez l'icône ici et puis, ensuite télécharger les slides ici. Question 20. Quelle est la quantité de foin recommandée par cheval? État corporel entre 4 et 5. Eh ben, vous l'avez sur le guide. Donc, faut éviter d'être en dessous pour un cheval obèse, il faut au moins quand même, le minimum, c'est 1% du poids vif en fourrage, en apport de matière sèche. Donc, c'est 1% du poids vif. Donc, vous calculez le poids de votre cheval et il faut au moins lui apporter 1%. Donc, voilà. Question 21. La gestion 100% fourrage a-t-elle eu des effets comportementaux ou sanitaires ou autres sur les chevaux? Je sais pas par rapport à quoi, parce qu'en fait, la gestion 100% fourrage, bah, il y en a beaucoup qui le pratiquent, hein, donc il n'y a pas d'effets comportementaux, spécifiques ou sanitaires, voilà. Après la gestion 100% fourrage, bah, il faut ça vraiment, aussi avoir une notion sur la qualité, des fourrages. Il faut quand même faire des analyses, de fourrage, de temps en temps. Et je finis, ça m'a l'air d'être la dernière question et puis après je vais arrêter parce que l'heure tourne. Le pâturage tournant permet-il d'augmenter la biodiversité végétale? Alors la biodiversité végétale, donc,
Non, je pense pas qu'on va augmenter la biodiversité végétale avec le pâturage tournant. Le pâturage tournant, on va le pratiquer plutôt sur des espèces qui sont multivariétés hein, quand même. Ça, c'est sûr. Après, en fait, on obtient toujours, finalement, la pratique du pâturage tournant, c'est d'obtenir toujours un couvert plutôt ras et au stade feuillu. Voilà. Donc, je pense pas qu'on augmente la biodiversité végétale. La biodiversité végétale, on va plutôt la retrouver sur plutôt des formes sur des parcours où on va avoir une flore différente. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de lien entre biodiversité végétale et pâturage tournant. Voilà, et ben je vous remercie. Attention, encore une question. Ok, le suivi de parcelles peut être complexe en pâturage tournant si on veut respecter le chargement, les temps de repos, voire l'alternance fauche-pâture. Utilisez-vous des plans de pâturage, des logiciels sur la pousse de l'herbe, etc. Bien sûr que c'est complexe. Nous sommes en train nous utilisons un petit outil de prévision de pâturage qui s'appelle Prévert, qui est utilisé notamment en région Limousin. Et nous sommes en train de le tester. Et l'objectif de notre programme, c'est de mettre au point un petit outil peut-être plus simple, plus vulgarisé. Et voilà, peut-être qu'un jour, dans une webconf prochaine, je vous le présenterai. L'objectif, c'est de vulgariser au maximum cette pratique. Et bien sûr qu'il faut des outils pour les utiliser. Donc oui, bien sûr. Voilà, et ben je vais attendez, je vais hop, voilà, remettre la vidéo. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence et je vous invite à répondre au questionnaire de satisfaction qui va apparaître bientôt sur l'image. Voilà, donc si vous avez un petit moment, ça serait sympa de répondre. Voilà, il apparaît voilà tout de suite au questionnaire de satisfaction. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine webconférence de mon collègue qui aura lieu le mardi 7 mars et qui est sur la monte en liberté. Eh bien, merci à tous et à la prochaine fois. Au revoir.